Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la Maison du développement durable. J'aimerais également souhaiter la bienvenue à celles et ceux qui nous écoutent en direct, puisque l'événement d'aujourd'hui a lieu en présentiel à la Maison du développement durable, en plus d'être diffusé en direct sur Facebook et YouTube. Nous sommes heureux d'accueillir ce panel portant sur la mobilité et l'aménagement urbain, qui est présenté dans le cadre des célébrations du 25e anniversaire du Conseil régional en environnement de Montréal. Cet événement est rendu possible grâce à Hydro-Québec, partenaire principal de notre programmation, et aussi grâce à la Ville de Montréal. Je cède maintenant la parole à Laurent Chevreau, directeur général de l'aménagement, non, pardon, je me suis trompée. Voilà, de l'Agence de mobilité durable. Bon événement! Merci. Bonjour à tous, chers participants, chers panélistes. Enchanté. Laurent Chevreau, directeur de l'Agence de mobilité durable, donc une nouvelle organisation qui s'est créée en 2020, en janvier 2020, par la Ville de Montréal. L'activité d'aujourd'hui, c'est l'occasion de marquer la fin d'un mois bien rempli avec les activités du Creux Montréal et de son 25e anniversaire. L'agence est très heureuse d'être partenaire de Jean-Barc, qui est une initiative du Creux qui est parfaitement alignée avec les objectifs et la mission de l'agence. L'agence, comme je vous le disais, c'est une organisation nouvelle qui a été créée il y a 2 ans, un peu moins de 2 ans, par la Ville de Montréal, avec le rapatriement des activités de stationnement Montréal et l'intégration des activités de surveillance stationnement qui relevaient du service de police, avec la volonté de la part de la Ville de créer un organisme dont l'objectif serait de gérer le stationnement dans une optique d'amélioration de la mobilité. Et donc dans une optique de mobilité durable, évidemment, c'est ce qu'on retrouve dans notre nom. On est également en processus d'intégration des activités de Jalon Montréal, que vous connaissez peut-être, qui va nous permettre d'aller chercher une expertise additionnelle en termes d'expérimentation et d'innovation en mobilité. Aujourd'hui, le panel auquel vous allez assister va regarder dans son rétroviseur pour voir les avancées, pour voir aussi comment se projeter dans l'avenir et à quoi va ressembler cet écosystème-là dans le futur. Et on est persuadé à l'agence que l'agence va être un acteur important de cette nouvelle réalité, de la mobilité dans la façon dont elle sera amenée dans le futur. Et c'est certains éléments dans notre plan stratégique organisationnel qu'on a adopté cette année qui devraient nous amener à pouvoir concrétiser ces ambitions-là. Donc, le plan stratégique de l'agence, il s'est inscrit dans une pyramide de conformité, pour reprendre les termes des urbanistes, il s'inscrit à l'intérieur de différents plans, comme les plans de la Ville de Montréal, le plan climat 2020-2030, le futur plan d'urbanisme, mais également la politique de mobilité durable du Québec. On est parfaitement aligné avec tous ces objectifs-là. On l'a élaboré en 3 étapes. La première chose, ça a été de déterminer qu'est-ce qu'on voulait être. Donc l'agence, c'était d'abord un concept avec ces organisations-là. Il fallait qu'on réfléchisse à comment est-ce qu'on voulait se positionner pour le futur, qu'est-ce qu'on voulait venir chercher comme impact et comment est-ce qu'on voulait... qui on voulait être réellement. Puis, à travers cette première phase, on a fait beaucoup d'entrevues stratégiques avec des partenaires pour essayer de comprendre comment serait notre positionnement idéal. On a eu la chance de travailler avec plusieurs partenaires à l'intérieur de quelques focus groupes de travail sur la mobilité, donc notamment justement le Creux Montréal. Merci encore pour sa participation dans l'organisation de ces activités-là. Puis on a fait le tour du monde un petit peu virtuel, étant donné la situation de la pandémie, mais le tour du monde des meilleures pratiques en termes de gestion de la mobilité à travers le monde. Ce qu'on a fait dans une deuxième étape, après avoir déterminé notre vision, notre mission, nos valeurs également, c'est qu'est-ce qu'on veut faire. Donc, sur ce qu'on veut faire, on a déterminé sur les 10 prochaines années quelles étaient les interventions à haut niveau, les orientations stratégiques sur lesquelles l'agence voulait travailler. Puis l'étape d'après, c'est comment on va le faire. Parce qu'il faut vraiment rendre ça actif. On voulait pas que ce soit un plan qui soit mis sur les tablettes. On voulait vraiment que ça soit un outil pour travailler. Donc notre plan, il s'articule autour de 5 grands chantiers pour les 3 prochaines années, à partir des mandats que l'agence a reçus. Tout d'abord, on veut être capable de stimuler et accompagner les projets de mobilité durable. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important pour l'agence. On a une capacité opérationnelle jour après jour. On a plus de 300 personnes qui sont sur le terrain tous les jours. On a une sensibilité, une compréhension de l'opération de la
mobilité, de la réalité du terrain, qui fait en sorte qu'on est capable de recommander des choses, qu'on est capable d'être en support à la ville et aux différents décideurs, et de soutenir différentes organisations ou partenaires, acteurs qui voudraient faire des projets de mobilité durable. On veut également devenir le gestionnaire de la bordure. Donc ça, c'est un nouveau concept qui est en élaboration en émergence depuis 2 ou 3 ans, qui s'est beaucoup accéléré dans la dernière année à travers le monde. On appelle ça le curb management en anglais. C'est d'être capable d'utiliser cette portion super stratégique de l'espace qui est entre la rue et le trottoir, donc cette zone d'interface dans laquelle tout se passe. Et c'est ce qui a un impact énorme sur les choix de mobilité et sur le fonctionnement de la ville. Donc de passer juste d'un gestionnaire du stationnement tarifé, ce qu'on était historiquement, à un gestionnaire de bordure au fur et à mesure des mandats que la ville de Montréal nous donnera. On veut aussi améliorer notre gestion des stationnements hors rue. Les stationnements hors rue, donc les terrains de stationnement, ça a toujours été vu assez négativement dans la planification urbaine quand c'était considéré. On pense au contraire que c'est un écosystème global avec la rue et que ce qu'on est capable de gérer, de soutenir comme activité de mobilité, ça va avoir un impact très très fort dans la réalité quotidienne. Si on est capable d'améliorer le service qu'on offre en rue, peut-être qu'on est capable de retirer des places sur la rue en rendant ça moins douloureux sur les changements de pratique, d'accompagner des changements plus profonds. Donc il y a beaucoup de choses qu'on va être capable de faire à travers ce dossier-là. On veut aussi améliorer l'information et le paiement du stationnement, pas juste pour faciliter la vie des gens, même si c'est quand même un des objectifs de l'agence, c'est aussi un outil pour nous pour effectuer et soutenir le transfert modal. On le sait, quand on fait des recherches d'itinéraires, la plupart du temps, l'auto est artificiellement favorisée parce qu'on ne met pas le temps de recherche du stationnement ni le temps de marche de la distance de stationnement jusqu'à l'arrivée. Là où les itinéraires en transport collectif le considèrent. Donc c'est pas une bonne information qui est donnée aux citoyens et on croit ne serait-ce qu'en leur donnant l'information réelle, ça va déjà les allumer et les amener à faire d'autres choix. Sur le paiement du stationnement aussi, la façon dont on va traiter ça, puis l'application mobile de l'agence est utilisée par 500 000 utilisateurs actifs. Donc c'est un actif qui est incroyablement puissant. On croit qu'on va être capable aussi de favoriser d'autres modes au fur et à mesure qu'on améliorera le paiement. Et on pense aussi que d'améliorer le paiement, la facilité de paiement va faciliter aussi le respect de la réglementation. Puis ça, c'est un élément qui est quand même vraiment important pour l'agence. Justement, en parlant de respect de la réglementation, l'agence de mobilité durable, c'est aussi des agents de stationnement. Il y a pratiquement 300 agents de stationnement qui travailleront pour l'agence d'ici la fin de l'année. La surveillance stationnement, c'est un sujet qui a encore été moins considéré dans le passé que la gestion du stationnement parce que c'est très connoté négativement. Nous, on croit à l'agence qu'au contraire, la surveillance stationnement, c'est l'outil qui donne de la valeur aux mesures de mobilité. Si on n'est pas capable de bien surveiller, les mesures de mobilité ne sont pas respectées et donc n'ont aucun impact. Donc on croit que c'est vraiment un outil pour faciliter la mobilité des gens, faciliter leur sécurité. On l'a vécu cet été, on a intervenu pour améliorer la surveillance sur les places pour les personnes à mobilité réduite, les débarcadères de transport adaptés. On a effectué plus de 1000 remorquages en 3 mois. Moi, je suis persuadé que c'est 1000 situations où des gens n'auraient pas pu accéder à un mode de transport pour se déplacer et auraient été obligés de rester chez eux. Donc, on a vraiment un impact immédiat très, très fort sur plein de sujets. Donc, on souhaite la moderniser, cette stratégie de surveillance-là, l'adapter pour atteindre les objectifs de la Ville de Montréal. Et le dernier élément, évidemment, c'est on est en création, on est une organisation toute neuve, on regroupe plusieurs organisations, peut-être d'autres dans le futur. On veut mettre en place cette nouvelle organisation-là avec des niveaux d'exigence en termes de rigueur administrative, en termes de développement qui sont très élevés. On a beaucoup de travail à travailler pour faire la transformation organisationnelle de l'agence. Donc on est vraiment persuadé que ce plan est très très ambitieux. On est très confiant sur notre capacité à le réaliser. On a la chance d'avoir le soutien indéfectible de la Ville de Montréal et de ses partenaires, des arrondissements notamment, de l'écosystème. On a eu de très très bons échos quand on a discuté avec les différents acteurs de l'écosystème. Tout le monde était très heureux de voir un acteur qui arrivait pour gérer le stationnement et gérer d'autres éléments de la mobilité individuelle pour favoriser la mobilité durable. Donc il ne nous reste plus qu'à le mettre en œuvre et à le rendre bien vivant. Donc je m'étais engagé à respecter les délais impartis. J'aurais pu vous parler pendant 1 heure de notre plan. On est très, très enthousiaste là-dessus. Vous pouvez y accéder sur le site de l'Agence de mobilité durable. On a toute la documentation avec plusieurs formats pour le plan, agencedemobilitédurable.ca. Donc n'hésitez pas à aller en prendre connaissance. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus à nous les envoyer à l'agence. En conclusion, l'Agence de mobilité durable
on souhaite devenir un collaborateur de tous les instants pour la mobilité. On souhaite que Montréal puisse devenir plus accessible que jamais, de la façon la plus durable possible également. Et en terminant, encore bon anniversaire au Conseil régional de l'environnement Montréal, et puis que les 25 prochaines années soient remplies de défis. Merci. Merci, M. Chevreau. Merci. Bonjour, chers panélistes. Alors, je m'appelle Blaise Rémiard, je suis responsable transport et urbanisme au Conseil régional de l'environnement de Montréal. Alors, je vais faire une petite mise en contexte de l'événement aujourd'hui qui souligne à la fois notre 25e anniversaire, mais également le dernier événement de la programmation de J'embarque sur l'île de Montréal. Alors, J'embarque sur l'île de Montréal, c'est une programmation d'1 mois. Cette année, plus de 20 événements qui ont permis de mettre en lumière les idées et puis les acteurs de la mobilité durable de Montréal. Je remercie chaleureusement nos partenaires, donc l'Agence de mobilité durable, qui est le partenaire mobilisateur, le partenaire principal de cette programmation-là, ainsi que Montréal Physiquement Active, la Fondation du Grand Montréal et la Fondation familiale Trottier, sans qui on ne pourrait pas faire cela. Alors, le Conseil régional de Montréal, en quelques mots, a été fondé en 1996, il y a 25 ans. C'est une instance régionale en environnement qui œuvre autant dans la protection du territoire que dans la promotion du développement durable à l'échelle de l'île et très impliquée sur le territoire de la CMM également. On fait de la concertation, de la sensibilisation, de la représentation publique, ainsi que des projets actions pour traduire notre vision sur le territoire. Nos valeurs sont le respect, l'équité et la créativité, des valeurs qui étaient chères à notre directrice Coralie Denis, qui est décédée l'année dernière, que je souligne l'impact important qu'elle a eu sur le Conseil régional de l'environnement et j'imagine que son nom reviendra peut-être à quelques reprises dans les discussions aujourd'hui. Alors, salut à elle et son œuvre et salut à tous les gens qui ont collaboré, qui l'ont côtoyé et qui l'ont aimé. Le Conseil régional de l'environnement est un des 16 conseils régionaux membres du regroupement national des conseils régionaux de l'environnement. Pour ce qui est des dossiers en aménagement et mobilité durable, ils sont très nombreux. Alors, j'ai tenté d'être le plus exhaustif possible, mais je vais en échapper de nombreux, je m'en excuse. Alors, certainement, l'enjeu du stationnement fait partie des spécialités du Conseil régional. Ça fait au-delà de 20 ans qu'on développe nos positions, notre expertise là-dessus. On a rédigé de nombreux mémoires et guides qui portent sur le stationnement. On a contribué au plan stratégique de l'Agence de mobilité durable et nous avons salué ce qui en est ressorti. Nous sommes vraiment enthousiastes de voir ce nouvel acteur-là de la mobilité à Montréal. Ensuite, nous avons une démarche et une attestation de stationnement éco-responsable qui reconnaît les leaders en aménagement puis en gestion du stationnement et qui est en train de prendre son envol là, partout au Québec, là, en commençant avec 4 nouvelles régions qui se joignent à nous. On est très actifs pour ce qui est du transport actif, collectif, partagé, électrique. On a participé à la mise en place de la Vision Zéro de Montréal. On participe à toutes sortes de lieux de concertation et d'échange. J'en ai nommé quelques-uns. Donc, Transit, l'Alliance pour le financement du transport public, Piéton Québec, Montréal Physiquement Active et la toute nouvelle Alliance pour l'innovation dans les infrastructures urbaines de mobilité, connue sous l'Allium. On s'implique également, on réfléchit à la question de l'électrification des transports, qui est une belle opportunité, mais aussi qui vient avec beaucoup de défis. On s'implique aussi au sein du comité de suivi de la politique de mobilité durable du Québec. Finalement, on travaille beaucoup sur la planification du territoire, donc on est actif dans le dossier du plan métropolitain d'aménagement et de développement, PMAD, le plan d'urbanisme, le schéma d'aménagement, une quantité faramineuse de PPU, et puis maintenant, on a des travaux qui se portent également sur les zones industrielles durables. Évidemment, les questions transversales à ça, les changements climatiques, les espaces verts et les milieux naturels. On a été très actifs dans de nombreux grands projets, parfois pour les dénoncer, parfois pour les appuyer. Je pense notamment au prolongement autoroutier, l'autoroute 19, l'autoroute 25. Je pense à des projets de grandes infrastructures comme les échangeurs Turcot, Saint-Pierre, Remembrance, l'autoroute Bonaventure, l'autoroute métropolitaine qui commence sur laquelle on se penche ces jours-ci.
le réseau cyclable, le REV, les voies réservées pour autobus, le REM de l'Est aujourd'hui qui nous occupe beaucoup, donc les infrastructures de recharge de véhicules. Et au niveau des espaces verts, milieux naturels, on pense au Mont-Royal, Parc Frédéric-Brac, Grand Parc de l'Ouest, la Trame verte de l'Est. C'est autant de projets qui nous ont occupés dans les 25 dernières années, puis qui nous occupent encore pour la plupart. On a un projet de l'autosilo de chaleur, ILO, qui a démarré dans l'Est, puis qui maintenant se reproduit sur tout le territoire de l'île. Et puis, voilà. Voilà, je m'arrête là pour ne pas prendre trop de temps aux panélistes. Je termine en soulignant qu'aujourd'hui, c'est la première journée de vérité et réconciliation avec les peuples autochtones du Canada. Donc, ce n'était pas dans la programmation de Jean-Barc et puis on s'en est rendu compte trop tard pour l'intégrer pleinement cette année. Mais j'aimerais reconnaître que de nombreuses nations autochtones ont un passé millénaire sur le territoire dont on va parler aujourd'hui et un présent tout à fait réel, tangible, et ainsi qu'un futur. Donc, on pense non seulement à Montréal qui est bordé par plusieurs communautés Wabanaki et Kanien'kehá:ka, mais également que Montréal est la ville qui compte le plus grand nombre d'Autochtones au Québec, donc 13 000 personnes. La population autochtone à Montréal est en augmentation. Elle a augmenté de plus de 50 en 2006 et 2016. Alors, c'est clairement une opportunité que Montréal peut prendre pour être un acteur de la réconciliation et le CRE également. Donc, les Premières Nations jouent un rôle qui a été reconnu de premier plan en matière de gardiens du territoire pour les générations futures. Par contre, je dois reconnaître qu'on a une volonté de mieux arrimer quand il est question de dossiers d'aménagement du territoire urbain durable, de mobilité durable. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on peut être des acteurs, des meilleurs alliés, puis cheminer vers la réconciliation dans ce cadre-là. Alors, probablement que les prochaines éditions de Jean-Barc seront peut-être teintées de cette volonté-là. Alors, merci. Et sans plus tarder, je laisse la place au panel. J'accueille Léa Hilardeau, qui a été une figure reconnue du mouvement de grève de 2019 pour l'environnement, un mouvement historique. Alors, elle est aujourd'hui, excusez-moi, je ne veux pas dire de fausseté, elle est aujourd'hui au conseil d'administration de Enjeu, ainsi que cofondatrice donc, de la coalition étudiante pour un virage écologique et social. Est-ce que ça excuse-moi, je l'ai égaré dans mes notes. Je te laisse le soin de redire ça mieux que moi. Alors, merci, bienvenue tout le monde, et puis bon panel. Merci beaucoup, Blaise. Promis, on va bientôt commencer à parler. Il est temps. Donc voilà, oui, tout à fait, la coalition étudiante pour un virage environnemental et social. Aujourd'hui, je suis aussi chargée de projet en mobilisation citoyenne à la Fondation David Suzuki. Bonjour tout le monde, bonjour à celles et ceux qui nous suivent en ligne. Et voilà, merci d'avoir fait un petit mot sur la journée toute particulière qui est la première journée nationale de vérité et de réconciliation. Évidemment, je porte les couleurs et un mot qui en dit long. Je nous invite un peu à prendre le temps de réfléchir et à souligner, à commémorer l'histoire tragique des pensionnats autochtones. Et c'est ça, je nous invite tout le monde à en apprendre davantage sur les territoires et les premiers peuples, sur des territoires sur lesquels on se trouve aujourd'hui à Tiohtià:ke, Montréal. Donc merci beaucoup. Aujourd'hui, j'ai le privilège de me trouver aux côtés de sommités de la mobilité, et le mot est faible, vraiment. Je vais m'empresser de les présenter et de leur poser à chacun et chacune une question sur le bilan que vous dressez des 25 dernières années. Donc voilà, je commence avec vous, Madame Florence Junquet-Adno. Alors, parmi une quantité impressionnante d'implications, de titres et de distinctions, nommons aujourd'hui que vous êtes détentrice d'un doctorat en sciences économiques. Vous êtes directrice du Forum Urba 2015-25, fellow du Cyrano et professeur associé à l'UQAM. Rien que ça. Vous avez été présidente de la Société immobilière du patrimoine architectural et première présidence de l'Agence métropolitaine de transport. Donc, vous avez aussi coprésidé depuis 2011 les Agoras métropolitaines. Tout est juste, tout est bien.
C'est ça. C'est correct. Tout est correct. Parfait. Arrêtez Première là, question. arrêtez là. Je m'arrête là, c'est bon. Je vais finir par vous gêner. Première question pour vous. Depuis les 25 dernières années, quels sont pour vous les grands événements qui ont marqué ces 25 dernières années en termes de développement des transports en commun et d'aménagement durable du territoire? Bon, il y a beaucoup de choses et puis à la fois pas grand-chose. Ce que je vais faire, je vais essayer de mettre l'accent sur les politiques publiques. Parce que quand des politiques publiques sont adoptées suite à de larges consultations et qu'elles font l'objet d'échanges, en général, c'est plus facile après de prendre des décisions d'action concertée, et c'est plus facile aussi de réaliser les objectifs qui sont visés. Alors, je vais en prendre 2, 3, dans le désordre. Une qui m'a beaucoup frappée, parce que j'y ai participé très activement, c'est tout le processus d'idéation, de conception et d'adoption du fameux PMAD, après que la CMM ait été créée. Pour ceux qui se le rappellent, les premières versions du PMAD ont été rejetées bruyamment par les 105, une partie des 105 maires qui devaient l'adopter, et c'est à force de conviction de l'ensemble des groupes de la société civile que d'autres versions ont pu être préparées et ont fini par être adoptées. Pourquoi je rappelle ça? C'est que c'est un des outils pour la planification de la région qui force à intégrer les objectifs environnementaux, les objectifs de mobilité, puis les objectifs d'aménagement du territoire, avec tout un ensemble d'indicateurs. Et ensuite, le PMAD s'est doté d'outils de suivi avec les agoras métropolitaines, de façon à ce que l'ensemble des multiples intervenants puissent voir comment ça a évolué, puissent aussi être impliqués, puissent aussi implanter, chacun à leur mesure. Alors, pour moi, c'est une des politiques. Bon, un jour, elle sera révisée, il faudra l'ajuster, mais qui a été motrice sur les changements qu'il y a pu y avoir dans la région, dans le bon sens. Une deuxième, je ne sais pas combien j'ai de temps, il faut que je m'arrête aussi. Une deuxième, c'est la politique de mobilité durable du gouvernement du Québec, qui a fait l'objet de longues consultations, qui a fait l'objet d'un phénomène inédit, qui est la mise sur pied d'un comité de suivi représentant tout un ensemble d'intervenants en co-création d'une politique gouvernementale, ce qui était du jamais vu, et qui, elle aussi, s'est dotée d'un certain nombre d'objectifs et d'indicateurs. Maintenant, on reste à voir comment ça va s'appliquer, mais on a au moins 2 outils là qui ont fait l'objet de grandes consultations, d'une adhésion, et qui vont teinter, dans le bon sens, sur le terrain, les prochaines années, dans la région métropolitaine. Je vais m'arrêter là pour laisser la parole au... Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est super enrichissant de voir. Vous avez assisté à toute cette évolution-là. Puis J'ai pas parlé de la création de l'AMT en 96. On pourra peut-être y revenir par la suite. Merci beaucoup. Madame Suzanne Larault, vous avez été rien de moins que directrice générale de Vélo Québec de 2001 à 2020. Alors, j'ai ma question pour vous. Ce serait par rapport au développement du transport actif. Le paysage, il a énormément évolué. Puis même moi, la cycliste chevronnée que je suis peut en témoigner. On est militant, mais des fois, on peut souligner des choses positives. Comment vous qualifierez ce chemin, tout ce chemin parcouru, en fait? Bien, le chemin parcouru à Montréal, il est immense. Il faut savoir quand même que ça fait 40 ans que Montréal aménage, quand je parle de Montréal, c'est l'île de Montréal, aménage en faveur des cyclistes. Alors, moi, je suis moins comme Florence, je regarde les politiques, oui, mais moi, je regarde le terrain. C'est le terrain qui m'intéresse et c'est les avancées qu'on fait sur le terrain qui me disent qu'on est dans la bonne direction ou pas.
Alors, si l'aménagement des voies cyclables a connu une avancée dans les années 80-90, ça a un peu stagné à la fin des années 90, début des années 2000, et c'est reparti, je dirais, au milieu des années 2000. Il faut savoir qu'il y a eu le plan de transport de la Ville de Montréal en 2008 qui a été assez audacieux dans ses principes fondateurs, là, qui était très audacieux et qui a peut-être permis ou légitimé un peu plus d'accélérer le redéploiement de voies cyclables. Je pense qu'on s'est un peu assis sur nos lauriers quand on a fait un bon travail dans les années 80-90, puis on se dit, bon, ben maintenant, c'est fini, on n'a pas besoin d'en faire beaucoup plus. Et là, dans les années 2000, on a réalisé qu'il y avait vraiment un chemin à poursuivre et aussi des changements à mettre en place. Alors oui, le réseau cyclable à Montréal a continué à se développer. Pas toujours à la vitesse que j'aurais souhaité. Je suis exigeante et impatiente toujours, mais il y a des avancées extraordinaires. Je pense au rêve l'année passée sur la rue Saint-Denis. Il fallait le faire parce que c'est quand même une voie qui est emblématique, qui est symbolique. Et là, on enlevait une voie de circulation de chaque côté. Et c'est une rue, le rêve sur Saint-Denis, c'est plus qu'une voie cyclable. C'est un réaménagement, une réallocation de l'espace sur la rue Saint-Denis. Donc ça, c'est un immense symbole, je trouve, qui a été, hélas, teinté de beaucoup de grogne de la part des gens qui résident autour. Mais c'est un succès quand on voit ce qui se passe. Alors, le rêve, c'est une chose, mais je vois ce que la Ville est en train de réaliser, donc des aménagements en sites propres, protégés de la circulation automobile. Et quand on voit des enfants circuler sur la rue Rachel, sur la rue Saint-Denis à l'heure de pointe, on se dit, bien, c'est ça qu'on voulait. On voulait non pas que les cyclistes très aguerris continuent à se déplacer, mais on voulait surtout inviter les cyclistes qui ne se déplaçaient pas en ville à le faire, donc avec des aménagements. Donc, des grandes avancées de ce côté-là. Et quand je regarde, des fois, c'est des petits bouts année après année. À un moment donné, on regarde et on se dit, waouh, c'est formidable le chemin qu'on a fait. Mais il y a encore beaucoup de chemin à faire. Merci beaucoup. Monsieur Perrault, je reviens à vous dans 2 secondes, mais je vais tout de suite m'adresser à Monsieur Fernandez. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous présenter? Je ne sais pas. Vous avez été maire de l'arrondissement du Plateau Mont-Royal de 2009 à 2019 et membre du comité exécutif de la Ville de Montréal, responsable des grands parcs, des espaces verts et des grands projets. Vous êtes aujourd'hui chroniqueur au 98.5. Mettons qu'on met de côté un certain nombre de controverses. Vous et votre équipe avez un bilan de réalisation vraiment impressionnant. Et ma question, ce serait, quelles sont celles qui sont les plus mémorables et chères à votre cœur? Oh mon Dieu, je dirais que c'est celles qui sont à venir. Donc, en particulier, la place McGill. La place McGill, on l'a conçue comme un espace qui nie le centre-ville. Au lieu de mettre en valeur, ce qu'on voulait dire, c'était la place McGill devrait être l'espèce d'extension du Mont-Royal, le Mont-Royal qui coule jusqu'à la ville. En fait, c'était une critique de la ville comme le triptyque cubicule, ascenseur, food court, puis après ça, tassé dans le métro ou alors en congestion dans ta voiture, qui exprime pas les besoins des personnes, les besoins humains des personnes, puis aussi le besoin d'habiter la ville. Alors, cette place-là, ça va être une transformation majeure de la ville. Aussi, 2 autres places publiques qui sont la place du Carré Saint-Louis, du Square... le Square Phillips, puis le Square Dominion. La raison pour laquelle je trouve que ces 2 places-là, une à venir, l'autre déjà construite, sont très importantes, c'est que ces 2 projets-là avaient été arrêtés par l'administration précédente parce que dans les 2 cas, on voulait faire un stationnement souterrain dessous, et comme on n'arrivait pas à faire le stationnement souterrain dessous, ils n'ont pas fait. Ils ont annulé le projet de faire. Alors, en arrivant au pouvoir, tout de suite, on a lancé ces 2 projets-là qui étaient tout prêts, dans le fond. Il restait juste à donner le go parce que ça a été l'objet d'un refus. Et ça témoigne d'un changement de perspective sur la ville. Ça témoigne du fait que, à la fois la place McGill puis ces 2 places à venir, puis tout l'embellissement du plateau Mont-Royal, aussi le retrait de 3000 places de stationnement pour planter des arbres, pas 3000 places de stationnement pour faire chier le monde, puis aussi pour retirer des rues entre les parcs, pour créer des espaces de vie. Mais tout ça, tous ces projets-là, puis celui-là, c'est pas mon équipe, c'est la direction de la culture. Puis si ça avait été mon équipe, on aurait enlevé la rue entre les 2. Là. Mais toujours est-il que tout ça, ça témoigne d'une vision différente de la ville. Et ça percole dans les autres villes aussi. Et ça dit aux gens, le besoin, c'est pas le besoin de mobilité, le premier besoin, c'est le besoin d'habiter. Moins il y a de mobilité, mieux c'est. Chaque kilomètre qu'on ne franchit pas, c'est un meilleur kilomètre qu'un kilomètre qui serait franchi de bonne manière, comme un kilomètre franchi par un tramway ou un REM ou quoi que ce soit. Il faut se déplacer de moins en moins. Et pour ça, il faut embellir la ville, il faut la verdir, il faut l'apaiser. C'est un critère de la rendre conviviale. Il faut que
Quand tu rentres dans une ville, tu peux déterminer la qualité de la ville par le nombre de personnes assises. Point final. Les autos, ça ne compte pas. C'est le nombre de personnes assises qui va déterminer l'intérêt de la ville. Et ça se mesure dans les faits. Tu regardes les villes les plus intéressantes du monde, c'est le nombre de personnes assises. Il n'y a aucun lien entre l'investissement, le nombre de personnes, de véhicules qui roulent, les transports en commun. Rien. C'est le nombre de personnes assises. Merci beaucoup. Puis enfin, notre dernier panéliste, Monsieur Perrault, vous avez été, pour votre part, directeur général du Creux de Montréal de 2001 à 2007. Vous avez aussi été député provincial de la circonscription de Mercier de 1994 à 2000, et en plus d'occuper diverses fonctions, dont celle de ministre de la Sécurité publique, ministre d'État à la métropole et ministre responsable de la région de Montréal, ainsi que ministre des Relations avec les citoyens et de l'immigration. Ça aussi, c'est une belle biographie. Vous avez aussi été un élu au conseil municipal de la ville de Montréal au cours des années 80 à 90, et en plus d'occuper la fonction de vice-président du comité exécutif et de président de la STCUM, qu'on connaît aujourd'hui sous l'acronyme de la STM. Vous êtes aujourd'hui président de la table de concertation du Mont-Royal. Et ma question pour vous, ce serait, vous avez été évidemment un acteur et témoin au cœur du développement du mouvement pour l'environnement des 25 dernières années. Et selon vous, quels sont les moments décisifs qui ont jalonné et défini le Creux Montréal à travers tout ça au cours de ces 25 dernières années? Voilà, bonne question. Grosse question. Je commencerai d'abord en disant que pour moi, ce qui est de plus peut-être fondamental dans les 25 dernières années, c'est ce qu'on a assisté à un changement de culture. Quand il y a 25 ans ou 20 ans, on commençait à faire ces débats-là, on était peu nombreux. Et on rencontrait énormément de résistance de la part des pouvoirs publics, des élus. On allait à contre-courant de ce qui était considéré comme le modèle de développement. Et pour moi, ce qui a été utile et ce qui est un outil fondamental, tantôt Florence parlait des grands plans, c'est vrai, c'est réel, mais derrière tout ça, il y a un changement de culture qui se dessine. Je pense qu'il y a de plus en plus de Montréalais, et pas juste de Montréalais, qui reconnaissent en quelque sorte que, effectivement, la qualité de vie en ville est aussi fonction d'une conception différente de ce qui a été traditionnellement la mobilité. Je vous écoutais parler tantôt, Monsieur le directeur. J'essaie d'imaginer, je me rappelle des discussions avec les gens responsables à la Ville de Montréal en l'an 1986-87, des questions de stationnement. Ils n'avaient absolument pas ce discours. On était à des lieux de ce genre de discours. Alors, au-delà, il y a toutes sortes de gestes qui ont été posés qui sont très importants. L'administration actuelle en pose encore, relancer des choses importantes. Mais moi, je crois que cette espèce de changement de culture était, comment dire, un préalable à la capacité de finir la job. Je pense que le changement de culture, en même temps, j'y apporterais un bémol. Autant il est présent, il est de plus en plus signifiant, autant il y a de la résistance. Et je pense qu'un des grands défis qui nous confrontent, puis je ne veux pas aller trop vite sur la suite, c'est le fait qu'on n'a pas réussi, à mon avis, encore, on n'a pas réussi à contrer encore une certaine image de c'est quoi la qualité de vie, et donc pas réussi à contrer un certain mouvement vers l'étalement urbain. Et derrière ça, il y a un immense défi à venir pour la Ville de Montréal du point de vue de l'habitation et de la capacité pour les gens de vivre en ville. Parce que, comme disait Luc, oui, on peut toujours trouver que la qualité d'une ville, c'est le nombre de places assises, mais pour beaucoup de chefs de famille, c'est la capacité de pouvoir se loger, loger sa famille à un prix abordable, d'être propriétaire éventuellement. Et ça, on se rend compte qu'on est en train de reculer. Moi, je me souviens des années 85, 86, quand le RCM est arrivé à l'administration, une de ses grandes préoccupations, c'était de garder un certain contrôle, entre guillemets, sur les prix du logement à Montréal. C'était un des grands atouts de Montréal, le prix de l'habitation. Et là, c'est en train de partir à volo, c'est le cas de le dire. Et donc, ça renvoie à tout le problème de la mobilité indirectement. Et c'est pour ça que, tantôt, peut-être, je vous dirais que parmi les choses à faire, c'est peut-être pas nécessairement de rajouter du métro,
mais c'est peut-être de contrôler cet aspect-là. Merci beaucoup. Et ouais, c'est ça. On va arriver à la partie moins le fun. Là, on est encore en train de célébrer. On fête quand même le 25e anniversaire du Creux. Donc, je relancerai en fait un peu cette même question aux autres invités. Vous avez toutes et tous collaboré de près avec l'action, avec le Creux Montréal, en fait. Et pour vous, en fait, c'est quoi ces moments marquants de collaboration et ces meilleurs coups au Creux? Donc, je commencerai peut-être par vous, Madame Juncadino. Il y a beaucoup de moments marquants. Et moi, je vais faire une remarque globale. C'est assez incroyable quand on refait l'histoire en arrière du Creux, de voir comment il y a eu autant d'interventions, autant d'idées qui sont sorties, autant de facilitateurs qui ont été trouvés dans un nombre assez important de domaines couverts par le Creux depuis sa création. Et mon premier commentaire, il est à l'égard de la stratégie qu'a utilisée le Creux depuis sa création, qui est une stratégie de création d'idées, d'être en avant des tempêtes, en avant des mouvements, qui tentent de rassembler autour de suggestions, de recommandations, qui animent des milieux très différents et qui permettent à la société d'avancer, à des projets d'avancer, à l'intérieur d'objectifs qui sont des objectifs du XXIe siècle. Donc, moi, c'est mon premier commentaire qui me frappe de toutes les activités que le Creux fait, c'est cette espèce de philosophie qui est gagnante, qui est efficace. Maintenant, si je regarde certains projets, j'en ai dans lesquels j'étais toujours très admirative. Ça fait 15 ans que la campagne J'embarque marche. Puis, elle a toujours autant de succès, elle a toujours ses bébés, elle fait toujours ses... Et elle transforme, on parlait de culture tout à l'heure, on est dans des problématiques, si on veut des changements, de modifier la culture, de modifier les approches, de trouver des façons de contourner la résistance au changement. Moi, je trouve que c'est une des grandes forces du Creux. Un deuxième, je ne peux pas m'empêcher de le citer parce que ça touche tous les acteurs de la société, c'est l'animation, l'organisation des prix GEM. Ça fait quand même 15 ans, même pendant la période de pandémie, qu'à l'aide de cet outil, ça permet de valoriser la performance, valoriser les idées, valoriser la créativité dans tous les secteurs qui sont touchés. Il y en a 12 secteurs qui sont touchés par le Creux, ce qui est relativement important. Il y a des projets comme ILO pour verdir, développer le verdissement du territoire. Ça semble tellement évident, mais c'est avec des expériences pratiques, concrètes sur le terrain que ça peut se réaliser. Et évidemment, moi j'étais très agréablement touchée par l'implication du Creux dans tout ce qui s'appelle la mobilité durable. Et quand l'AMT faisait ses consultations autour de n'importe quel projet, le Creux était toujours là pour dire voici les impacts, voici à quoi vous devriez faire attention, voici comment impliquer la population, voici... Et ce rôle-là, moi, je l'ai vécu comme partenaire du Creux depuis 1996 jusqu'à ce que je quitte l'AMT. Et à chaque fois, ils étaient présents et à chaque fois avaient des idées positives. À chaque fois, quelquefois, c'était une critique, mais la critique, elle était retournée de façon positive pour dire, vous pourriez peut-être faire autrement. Et voici des pistes. Alors, vous voyez, j'ai répondu par plus la philosophie que je vois être celle du Creux, son rôle de rassembleur, puis qu'on voit traduit aussi, après ça dans ces différentes interventions. Merci beaucoup. Quant à vous? Quand Blaise nous a énuméré ce que le Creux faisait, je me suis dit, je connais le Creux, mais je disais, ils doivent être une centaine à travailler là, certains. Ça n'a pas de sens, les dossiers qu'il y a. Et non, c'est une toute petite équipe, le Creux, mais drôlement efficace. Et là,
il faut faire attention parce que le CRE a un rôle de rassembler des organisations à Montréal. Et donc, comment le CRE peut être à la fois complémentaire de ses membres et à la fois prendre des fois des dossiers orphelins. Et ça me fait penser au dossier du stationnement. Vous avez parlé pour l'Agence de mobilité durable et le CRE s'est intéressé à la question du stationnement. Et c'était tellement malin qu'ils s'y intéressent parce que c'est au cœur des problèmes de rendre des rues piétonnes, de rendre d'enlever des voies de rue sur des rues pour y aménager des voies cyclables, de retirer des espaces de stationnement pour faire des terrasses, tout ça. Et c'est tellement au cœur, dans le fond, de l'aménagement que le CRE a fait un travail formidable sur la question du stationnement. Et je me souviens, avec Coralie, on était allé rencontrer Michel Leblanc, président de la Chambre de commerce de Montréal, pour lui dire que les promoteurs privés de stationnement devraient être un peu plus mis à contribution pour alléger le stationnement sur les rues de surface. Et on s'est fait presque traiter en disant, voyons donc, c'est sûr, ces gens-là sont d'affaires, c'est sûr qu'ils saisissent toutes les occasions. Non, ils ne saisissent pas toutes les occasions. Et on a essayé de démontrer à M. Leblanc, qui nous avait quand même bien reçus, qu'il y avait certainement du travail à faire de ce côté-là. Donc, ça, c'est ce que j'appelle un peu un dossier orphelin. Qui veut s'intéresser au stationnement? Maintenant, on a une agence de mobilité durable qui ne voit plus le stationnement comme étant juste des revenus de parcomètre. Mais ça, c'est un dossier que le CRE a fait et qui a des impacts importants sur toute la question de la mobilité. Je me souviens d'un autre dossier aussi, la coalition contre le pont de la 25. Alors, c'était, je ne me souviens même plus de l'année, donc il y a 15-20 ans, le CRE avait carrément organisé auprès de ses membres une coalition pour, dans le fond, dire on ne veut pas ce pont-là et voici pourquoi on n'en veut pas. Parce que ça va induire un nouveau trafic qui va percoler jusqu'au centre-ville et dans les quartiers de Montréal, tout ça. Donc ça, c'est un rôle important que le CRE a joué à ce moment-là. Alors ça, c'est des moments pour moi qui sont marquants pour le CRE, donc... je pense toujours à des dossiers orphelins, puis je pense aussi à cette capacité de rassembler et de réunir des gens autour d'un enjeu. Ça, c'est la grande force du CRE. Merci. Oui, je vais faire un peu de mélange sur ce que vient de dire Suzanne et je vais prendre un peu le contre-pied de ce que dit avant d'elle notre collègue. Le CRE a fait une coalition dans le dossier de l'autoroute, de prolongement de l'autoroute Ville-Marie et l'avenue du Pont sur la 25. Donc, on est dans les années 2003-2004 à peu près, donc il y a presque 20 ans. Effectivement, ça a été peut-être une des premières grandes mobilisations de groupes variés, à la fois des résidents, des gens qui s'occupaient de mobilité, des gens qui s'intéressaient au transport, des gens qui... Ça a été une première grande mobilisation et je dois dire, on l'a gagné. Et c'est pourquoi je dis on l'a gagné, c'est parce qu'on a gagné dans le sens que l'autoroute Ville-Marie n'a pas été prolongée. Le pont à 25, il y avait des intérêts financiers en cause. On n'a pas réussi à gagner. Mais sur l'autoroute Ville-Marie, on l'a gagné. Et je pense que c'était la première fois, en tout cas, que des groupes environnementaux réussissaient au Québec à bloquer un projet de... c'était pas juste d'ailleurs des groupes environnementaux, il y avait des élus du coin et tout, à bloquer un projet de développement qui, à sa face même, était un projet qui visait l'étalement urbain et pas grand-chose d'autre. Et donc, pour moi, ça a été un moment marquant. Je me souviens, on sollicitait mes ex-collègues de l'Assemblée nationale pour contribuer au financement de la campagne. C'était varié comme participation, mais déjà, il y avait des gens qui se rendaient compte que ça n'avait pas de bon sens. Et je pense que depuis ce temps-là, il n'y a pas eu dans la région de Montréal de nouveaux projets autoroutiers, sinon que rajouter une voie supposément pour les autobus, là, des voies réservées. Mais sinon, ça a été tout. Alors donc, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que cette bataille-là a été gagnée. Puis tantôt, vous allez voir pourquoi je trouve ça intéressant. Je vais vous parler d'autre chose. Voilà. Wow. On nous en laisse un peu pour la suite. Et oui, pour vous. Ouais, là, vous me pardonnerez, je vais vous imposer mon profil parce que je réalise que je parle comme ça à la caméra. Fait que je vais tourner mon visage un peu, puis à la salle aussi. Moi, je me rappelle, Robert, quand tu as pris le CRE, tu avais été ministre 10 fois. Mettons 3 fois. 3, puis là, tu prenais moi, je me rappelle, je n'en revenais pas. Je me pinçais pour y croire. Puis, j'ai compris par la suite que c'était un rôle assez stratégique pour changer plein de choses. Et une chose que tu as faite, tu t'en es pas rendu compte peut-être, c'est que vous aviez le petit local à côté de l'église, là,
Puis moi, je luttais contre la construction de l'autoroute Notre-Dame, puis on n'avait pas de place pour se rassembler. Tu nous avais prêté ton local. Il n'y avait pas de salle dans le local, pourtant. On était sur les bureaux. On était assis au bureau des conseillers, là. Puis il y en avait qui étaient assis sur les bureaux. Puis on était une petite gang, puis c'était des gens du coin, des premiers qui s'opposaient aux autoroutes. Il n'y en avait pas beaucoup. Il n'y avait pas grand monde qui s'opposait à ça. Puis des gens qui habitaient pas loin de là. Et donc, c'était une première chose qui m'avait frappé. Puis après ça, toute la lutte qui en est suivie. En tant que groupe militant, avoir l'appui du CRE, on considérait que c'était vraiment comme une carte vraiment importante dans notre jeu, là. On se téléphonait à l'avance, on voulait savoir, on se questionnait, est-ce qu'ils vont oui ou non nous appuyer. Puis, donc ça, c'était cette époque-là. Puis après ça, une autre personne qui m'avait beaucoup impressionné, c'est Coralie. Je me rappelle qu'elle débarque dans mon bureau quand j'étais au Grand Parc, puis on avait conçu la trame verte de l'Est qui va être, c'est un réseau, en fait, il y a un réseau de 17 corridors de biodiversité qui sont conçus maintenant, dorénavant, par les grands parcs à travers la ville, puis qui vont être déployés au cours des prochaines années, j'imagine. Mais un de ces corridors-là passait par le golfe d'Anjou, puis il fallait absolument protéger le golfe d'Anjou, puis elle est arrivée dans mon bureau, puis elle en savait plus que moi. Tu sais, je dis « wow », où apprendre l'information. Moi, j'avais un paquet de fonctionnaires pour m'informer, puis au jour le jour, puis elle était, en plus qu'elle était en feu, mais elle était hyper informée, vive, puis prête à aller au combat, tu sais, même quand c'était quasiment perdu d'avance, tu sais, un promoteur qui possède le terrain puis qui ne veut pas le céder, c'est quand même dur à faire changer d'idée, là, mais elle était de tous les combats et particulièrement du combat du verdissement dans l'Est. Alors ça, c'est deux moments que je me rappelle séparés par environ 20 ans, là. Et puis aussi Emmanuel qui a aussi beaucoup collaboré sur les projets de Grand Parc puis les projets de verdissement. Mais à travers ça, une constance sur l'apaisement de la circulation, la réduction de l'automobile à chaque coin de rue, le déploiement du réseau cyclable, donc une capacité de voir très large. Alors voilà, c'était petites anecdotes personnelles. Merci beaucoup. On va maintenant passer au côté moins fun, parce qu'on a bien célébré, mais c'est ça. C'est louche quand ça va trop bien quand même. Puis, vous l'avez tous et toutes dit, il y a aussi des choses qui, durant ces 25 dernières années, n'ont pas été forcément jalonnées de succès. Et donc, c'est ça, j'aimerais, avec des questions plus précises, connaître, selon vous, les dossiers qui ont subi soit des reculs ou qui font du surplace depuis trop longtemps. Donc, je commencerai par vous, Madame Larreau. En matière de transport actif, on peut dire que il y a des choses qui vont bien sur plein d'aspects, mais vous avez dit qu'il reste encore beaucoup de choses à faire. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est plus qu'est-ce qui n'a pas avancé ou qui avance encore trop lentement? Bien, ce qui avance trop lentement, c'est la gêne, je dirais, entre guillemets, des politiciens à réduire encore plus la place de la voiture en ville. Parce que c'est sûr que toute la question des aménagements cyclables, ça sécurise les déplacements. Et si les gens n'empruntent pas leur vélo en ville pour se déplacer, c'est parce qu'ils ne se sentent pas en sécurité. C'est intimement lié. Mais il y a aussi le volume de voitures et la vitesse des voitures. Et donc, il y a eu beaucoup de modifications sur la vitesse des voitures sur les rues résidentielles, tout ça, mais c'est souvent un panneau. Alors, il y a eu un travail de fond qui se fait aussi depuis 10 ans de saillies de trottoirs, de réduction de chaussées, de dos d'âne, tout ça. Mais c'est un travail de longue haleine. On ne voit pas les résultats en 2-3 ans, on les voit sur 10, 15, 20 ans. Donc ça avance bien, mais il y a encore toute la question de la perception, et c'est ce qui est sorti l'année passée avec le REV, cette espèce de colère des commerçants persuadés que tous leurs clients viennent en voiture puis stationnent devant chez eux, et la colère des gens qui veulent utiliser l'axe Saint-Denis tout simplement pour transiter. Et ça, c'est difficile de faire changer cette mentalité-là. Et donc, ça, on n'a pas avancé beaucoup là-dessus. Ça, c'est ma déception, là. Malgré le fait que les gens... On est supposément très pro-environnement au Québec, mais quand il s'agit de toucher à la voiture, on se rabat sur notre bac vert ou notre bac de compostage, mais la voiture, on ne va pas y toucher. Et donc, ça, je trouve qu'on n'a pas avancé assez vite là-dessus, même s'il y a eu des avancées. Il y a quelque chose... Encore à faire. Ça touche encore à tout le changement de culture qui prend des années. C'est très long, mais c'est parce que ça fait 25-30 ans qu'on en parle. C'est pas récent des dernières années. Alors, autant quand la piste Maisonneuve a été implantée en 2009 ou 2008, il n'y a pas eu de levée de bouclier
pour installer cette piste-là, alors qu'on a enlevé, je pense, on a retiré 300 places de stationnement. Autant quand le rêve s'est mis en place, j'ai dit, bon sang, on recule. On recule. J'avais l'impression qu'à la fin, près des années 2010, on avait réalisé, oui, il faut faire plus de place à d'autres modes de transport que la voiture. Il faut retirer de la place à la voiture. Mais en 2020, avec l'aménagement du rêve, je me suis dit, oh, les acquis qu'on a sont fragiles. Ouais. Et donc, ça, c'est la plus grande déception que j'ai sur... Et je pourrais citer aussi tout le transit de Camillien-Aude où, suite à une consultation publique, on a décidé de rien toucher, puis on a maintenu le statu quo. Alors donc, la place de la voiture en ville prend encore trop de place. La voiture en ville prend trop de place. Oui, merci beaucoup. De votre côté, M. Perrault, vous, tout à l'heure, vous nous avez laissé en haleine par rapport à ce que vous vouliez nous dire par rapport qu'est-ce qui a miné toutes les différentes batailles pour vous, puis qu'est-ce qui n'a pas encore Qu'est-ce qu'il y a? été fait? Qu'est-ce qu'il y a? C'est ça, les reculs subis, les différentes batailles qui restaient à mener. Il y a des batailles qui n'ont pas été faites, entre autres, tantôt on parlait de le Creux qui a occupé des espaces qui n'étaient pas occupés. J'en signale une, c'est la place du camionnage à Montréal dans les quartiers résidentiels. Ça ne paraît pas, mais c'est incroyable. C'est comme, il n'y a pas de ville en Europe qui aborde pas cette question-là. Ici, c'est comme pas abordé. Évidemment, là, c'est en interaction éventuellement avec un autre dossier dans l'est de Montréal, là, au niveau des transbordements, mais c'est un dossier qui est orphelin et qui fait que ça crée toute une série de problèmes, en tout cas pour ceux qui vivent dans les quartiers centraux. J'ai dit tantôt qu'il y a des batailles qui ont été perdues ou qui ont peut-être peu été menées, c'est celle de l'étalement urbain et de l'habitation. J'y reviens. Parce qu'à mon avis, c'est aussi pour l'avenir un grand défi. Donc, on quitte un peu la mobilité. Ce n'est pas les acteurs de la mobilité comme tels, mais si cette question n'est pas abordée correctement, rapidement, elle perpétue la situation. De fait, on investit moins des sommes très importantes, à part le REM, là, qui est en train de faire un peu ce qu'il ne devrait pas faire dans l'Est. Mais je veux dire, à part ça, je veux dire, on investit peu dans des grands projets. Conséquemment, la banlieue, pour avoir accès au centre-ville, en ville, c'est difficile. L'autoroute 15 est devenue un stationnement à ciel ouvert quasiment 15 heures par jour. Et donc, cette problématique-là qui est liée à l'habitat aussi pose problème. Alors, je ne sais pas comment on peut la régler, je ne sais pas comment on peut l'aborder, je n'ai pas la solution dans ma poche, mais à l'évidence, on ne peut pas juste travailler sur une ville plus sympathique, des gens qui font plus de déplacements à pied, dans le métro, dans les transports publics, le vélo. On a un vrai problème dans la région de Montréal autour des couronnes, et je ne sais pas comment ça va se régler. Évidemment, avec la COVID, tout ça, les gens ont développé des nouvelles façons de travailler. Est-ce que ça veut dire que c'est tout le centre de Montréal, de l'agglomération, qui va changer de vocation avec le temps? J'avoue que je n'ai pas la réponse à ça. Mais à l'évidence, on n'a pas réussi à créer encore, même si mon ami Ferrandez a réussi à changer le visage de la ville par ses initiatives dans le plateau, puis c'est répété ailleurs, mais on n'a pas encore renversé la tendance vers l'étalement. Merci beaucoup. On pourra peut-être revenir après sur une question sur la vision de la ville. Mais avant ça, je voulais un peu m'adresser à vous aussi par rapport à l'aménagement. Vous en avez parlé tout à l'heure du PMAD. On en est à 10 ans, là. En fait, c'est son anniversaire aussi, son demi-anniversaire. Au moment de son adoption, il y avait des cibles super ambitieuses qui en ont réjoui plus d'un. Mais là, à la moitié de son développement, on a un 10e anniversaire qui est plutôt mitigé. Pour vous, qu'est-ce qui a fonctionné et plutôt qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a moins fonctionné? Ouais. Ce qui a fonctionné, si on fait un espèce de recul, c'est pour ça que j'ai insisté tout à l'heure dans les politiques urbaines qu'il y ait toujours des indicateurs, des objectifs, et puis de façon à ce qu'on puisse mesurer l'avancement. Alors, ce qui a relativement bien fonctionné, c'est le travail de sensibilisation, de collaboration maintenu autour du PMAD de tous les acteurs
qu'ils soient des élus ou qu'ils ne soient pas des élus. Et une des meilleures preuves, c'est qu'il y a à peu près pour 2000 hectares de demandes de dézonage agricole sur la table de la CMM, et il n'y a personne qui a osé mettre le crayon pour commencer à dézoner au niveau de la CMM. En fait, c'est le gouvernement du Québec qui, par-dessus, dézone certains petits morceaux dont il a besoin pour différentes fonctions. Donc, ce qui a relativement bien marché, c'est de garder cette espèce de cohésion autour de grands objectifs, de la concertation. Dans les domaines même de la CMM, celui qui sans doute a fait le plus de petits, c'est le dossier environnemental. Que ce soit au niveau de la trame verte, que ce soit au niveau des travaux sur les zones inondables, que ce soit au niveau des mécanismes de suivi. Sur l'aménagement du territoire, on pensait que les TOD seraient la panacée et régleraient tous les problèmes de concentration des développements multimodaux autour des pôles de transport collectif. Or, le résultat a été que, oui, ça s'est fait, sauf que ça s'est fait partout, tout le long, sans cibler des endroits plus prioritaires. Et ça s'est fait en oubliant certaines fonctions. Donc, les TOD ne sont pas dans la définition de la CMM des pôles multifonctionnels autour desquels on va habiter, travailler, commercer, se déplacer, étudier et avoir des services. Le grand perdant, c'est la mobilité. Et ce n'est pas la faute du PMAD. L'AMT qui a été créée a joué son rôle que le gouvernement lui avait donné, a renversé la vapeur de la baisse de l'achalandage des transports collectifs dans la région de 82 à 87 de 1% par année, pour rebondir à 2% de croissance par année. Dans la foulée, des actions plus vigoureuses ont été données à la RTM qui a été créée, en lien avec la CMM, tout ça se travaille ensemble. Mais on n'a pas réussi à avoir un plan stratégique récent, conçu par tout le monde. Pour ça que j'ai insisté depuis le début sur la notion de concertation, de consultation, d'animation, de travailler ensemble. S'il n'y a pas ça, on ne travaille pas on n'est pas capable de faire face aux résistances au changement, puis au tiraillage. Et le meilleur des exemples, et je ne peux pas m'en empêcher là, c'est l'entente par-dessus la tête de tout le monde pour changer la gouvernance dans la planification des transports collectifs dans la région, avec d'un côté la RTM et de l'autre côté la CDPQ Infra, dont il y a une entente entre le gouvernement du Québec et la Caisse de dépôt pour arriver à ce qu'on ait deux gouvernances dans la même région pour planifier les transports. La deuxième gouvernance créée n'ayant aucune contrainte, et n'ayant aucune obligation de prendre en compte la sensibilité urbaine, les gens qui habitent, le financement de toute la patente, les effets pervers sur le reste du système de transport dans la région, et induisant un modèle autoritaire qui va exactement à l'encontre de ce qu'on a fait au cours des dernières années et qui est voué à l'échec. Les décisions qui vont sortir de ce modèle-là, si elles perdurent, le REM de l'Ouest, c'est trop tard, mais il suffit de voir l'horreur. Excusez, parce que là, je peux parler pendant longtemps. Vous pouvez voir l'horreur de l'insensibilité de la traversée du canal de la Chine ou la plantation de poteaux de béton dans tout l'Ouest à la place de planter des arbres. Mais il y a le temps encore d'arrêter l'ignomité du train de l'Est avec tous ces effets pervers dont je pourrais discourir longtemps. Mais à travers ça, c'est qu'on change de gouvernance, on change de modèle de développement. Et comment on va faire à partir de ça, dans un modèle comme ça, s'il s'implante, pour retravailler les changements
très intense qu'il va falloir faire dans les quartiers, dans les modes de vie, dans les approches, à l'orée de changement climatique. Et eux, là, on ne les changera pas. Alors, on s'en va comme ça, alors qu'il faudrait qu'on s'en aille comme ça. Donc, le plus gros échec, c'est sur la mobilité. Ben, merci beaucoup. Excusez, là, je me suis... Ben non, Mais c'est très bien. J'aimerais vous On permettre, t'appuie. j'aimerais vous permettre en fait de rebondir sur cette fameuse question. C'est difficile de faire un panel sur la mobilité, l'aménagement, sans parler du fameux REM de l'Est. Si je me fais l'avocat du diable, c'est vrai que les critiques à l'encontre de ce projet-là, enfin plus celles qui vont essayer de le maintenir, c'est de se dire oui, mais si on refuse ce projet-là, il n'y a plus de projets qui vont se passer dans les 20-30 ans. Est-ce que ces craintes-là, elles sont fondées? Est-ce que c'est quand même un risque à prendre? Est-ce qu'il faut faire table rase, repartir de zéro, une nouvelle gouvernance, un nouveau trajet? J'ai compris que pour vous, c'était un non. Est-ce que d'autres, vous avez des avis à ajouter par rapport à ça, par exemple? Avant de repasser la parole. Il ne faut pas dire non à une infrastructure qui va mieux desservir l'est de Montréal, entre Honoré-Beaugrand et le bout de Pointe-aux-Trembles. Mais il faut réfléchir à c'est quoi le modèle d'infrastructure qui est le plus pertinent, complémentaire aux autres, et travailler avec les gens sur place pour en même temps considérer leur qualité de vie, considérer les développements qu'on veut y faire, etc., etc. Et ce qui est surprenant, c'est qu'il y a un grand silence. Contrairement à d'autres dossiers où tout le monde se soulève, il y a chaque secteur qui a réagi à la pièce, les urbanistes, les architectes. Les citoyens réagissent avec les associations de Merci au Chalga Maisonneuve, et Pointe-aux-Trembles. Mais il n'y a pas d'immenses mouvements comme il y a eu à certaines époques, notamment quand il y a eu le projet d'autoroute sur la rue de la Commune, entre l'Est et l'Ouest de Montréal. C'est un petit message envoyé au creux, ça, je pense. En fait, c'est pas être contre le REM de l'Est. On est pour que le transport collectif se développe dans l'Est de l'île. Le problème, c'est que le modèle qui est proposé ne tient pas compte qu'il y a déjà un métro qui est là. Et ça, c'est absurde parce que la ligne verte dans la portion Est, elle n'est pas du tout saturée. Alors, pourquoi est-ce que ce qu'on implante dans l'Est n'est pas complémentaire à ce qui existe déjà? Et donc, c'est ça le problème qu'on a. On a une gouvernance à deux têtes. Le gouvernement du Québec, en ayant aboli l'AMT, j'ai siégé 4 ans sur le CA de l'AMT, puis j'ai terminé quand l'agence a été fermée. On a créé EXO, on a créé la RTM, mais dans le fond, la RTM, en ce moment, c'est dommage de voir ça, mais ils n'ont pas les coups des franges pour s'occuper du développement du transport collectif selon les réels besoins et en faisant les meilleurs investissements, donc en étant complémentaire à ce qui existe déjà puis qui peut être développé. Donc, c'est ça qui est décourageant dans le REM de l'Est. Alors, je suis tout à fait d'accord avec Florence là-dessus. Le deuxième point, c'est, je reviens au rôle aussi que le CRE peut jouer. Je pense qu'il y aurait peut-être besoin d'un acteur qui va ramener les gens ensemble sur cette question-là. Il ne faut pas oublier la puissance de l'opposition ou de l'opinion citoyenne, de la mobilisation citoyenne. On se souviendra de la centrale du Suroît au charbon que Hydro-Québec voulait mettre en place. C'est une mobilisation citoyenne qui a fait qu'elle n'a pas été construite. Et donc, la force de la mobilisation citoyenne, j'ai été dans une organisation militante pendant 35 ans, c'est puissant quand on est capable de réunir des gens, puis quand on fait le travail correctement aussi. Et donc, le CRE là-dessus a une attitude très proactive et positive. Alors, on n'est pas juste là pour dénigrer, mais pour proposer. Et donc, là, il y a quelque chose à faire sur en disant pas on est contre le REM de l'Est, mais on est pour un transport collectif dans l'Est qui va utiliser les acquis qu'on a et qui va vraiment bien desservir les citoyens sans défigurer le centre-ville. Bon, un mot là-dessus. Les politiciens fonctionnent au son, hein, c'est connu. Il faut monter le son. Le dossier est complètement mélangé parce qu'effectivement, c'est la caisse. Je veux dire, qu'est-ce que ça fait là-dedans, la caisse, sinon que de faire de l'argent? Hein? C'est ça, l'objectif de la caisse, c'est de faire de l'argent pour assurer que nos fonds de pension soient florissants. Alors, toute autre considération que de faire de l'argent, la Caisse ne l'a pas, il faut le savoir. Alors qu'il y a beaucoup d'autres considérations dans un projet semblable, beaucoup.
Et je souhaite, là, il y a une campagne électorale, je sais que c'est un dossier difficile, mais je souhaite vraiment que les partis politiques municipaux prennent des positions plus claires dans ce dossier-là. C'est ambigu. Puis c'est la même chose à la limite pour le Creux. Je veux dire, on est pour un nouveau instrument de transport public fort, etc., etc. C'est un mauvais projet. Monsieur Fernandez. La Ville de Montréal ne prendra pas position parce que Pointe-aux-Trembles, Rivière-des-Prairies, ont été rapportés par Caroline Bourgeois. Excusez-moi, j'ai une petite crampe. Ont été rapportés Caroline Bourgeois a rejoint Projet Montréal pour défendre Pointe-aux-Trembles, Rivière-des-Prairies. Elle le veut, elle le dit haut et fort. Pendant ce temps-là, les élus et le maire de Hochelaga-Maisonneuve, merci Hochelaga-Maisonneuve, n'en veulent pas. Ils l'ont dit aussi. Impossible que Mme Plante tranche pendant l'élection. Elle ne voudra pas perdre des votes dans Rivière-des-Prairies. Par contre, il faut absolument faire pression après l'élection. Il faut que le CRE et les autres groupes environnementaux soient à tous les conseils de ville, à chaque fois, et puis qu'ils mettent de la pression et de la pression et de la pression pour ce dossier-là, sur ce dossier-là. Moi, je garde la même position que sur l'embellissement, sur le verdissement, sur le fait de ne pas se déplacer, et je rejoins beaucoup Robert sur la question du logement. Il faut développer l'Est de Montréal. À la limite, ça serait terrible qu'il n'y ait pas de bons liens de transport en commun jusqu'à la pointe de l'île, mais ça serait encore bien plus terrible de détruire des milieux déjà vivants et urbains pour le bénéfice de faire un lien de transport. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est faire 50 000 logements dans l'Est de Montréal. Et dans ces 50 000-là, il n'y aura pas un besoin de développement vers le centre-ville pour les 50 000 nouveaux arrivants. 50 000, ce n'est pas assez, là. On peut monter plus que ça. Le plateau Mont-Royal, 105 000 habitants, 54 000 emplois. Ça n'a pas l'air de 54 000 emplois, parce que tu ne vois pas d'usine nulle part, là. Mais c'est pareil avec l'Est. On peut développer beaucoup l'Est, en faire un centre de vie où il y a de l'emploi, des destinations de culture, du résidentiel. Il y a des grands terrains industriels qui peuvent être reconvertis. La trame de réseau vert permettrait d'avoir un réseau de veines qui amène les gens par de la mobilité douce vers les lieux, vers le centre-ville d'une part, mais aussi vers des lieux au sein de l'Est de Montréal qui seraient des pôles de vie. Alors, l'habitation, le verdissement, bien avant le transport, dans mon cas. Oui. Ce que vous amenez un peu ici, c'est comme la question de développer plusieurs pôles et d'avoir une ville un peu polycentrique. C'est un terme qui fait quand même débat dans le monde de l'urbanisme et de l'aménagement, parce que pour certains, c'est aussi l'ouverture à l'étalement, ou alors à la difficulté de relier des réseaux de transport entre ces différents pôles-là. Je pense qu'il y a quand même assez un consensus au sein de ce panel-là, en tout cas, sur cette question. Puis, quand on réduit les transports à moins de 7 km par jour, tout à coup, le vélo devient une option bien plus intéressante que la voiture. Fait que ça, c'est un autre. Surtout le vélo électrique. Si on peut peut-être avec le vélo électrique amener ça à 10-15 km. Et là, on n'a peut-être pas besoin de 10 milliards, mais ça ne coûtera pas 10 milliards, ça va coûter au moins 15. 15 milliards de dollars d'investissement. Oui. Oui, allez-y. Et dans la foulée de ce qui vient d'être dit, si on suit le raisonnement d'essayer de rapprocher, ce qu'il faut faire pour les années futures, de rapprocher les résidents des lieux d'emploi. L'Est a déjà un peu cette configuration. Quand on regarde les enquêtes origine-destination, il y a à peine 13% des déplacements qui se font vers le centre-ville. Les autres déplacements se font à l'intérieur du Grand Est. Donc, il y a moyen, en travaillant sur le résidentiel, sur le verdissement, sur les parcs et sur certains lieux stratégiques de répondre aux besoins de déplacement en enlevant aussi des déplacements. On raisonne toujours à augmenter les déplacements, mais le truc, c'est d'en enlever, puis d'en enlever en auto, évidemment, de les diminuer et de se rapprocher de l'usage du vélo, puis de la marche. Ben, tout est là. Il y a beaucoup de déplacements. Depuis 1 an et demi, on vit vraiment une situation, on vit un laboratoire incroyable où donc tous les déplacements ont été diminués incroyablement.
Et là, ce qui est un petit peu désolant, c'est de voir que la voiture augmente puis que le transport collectif, lui, stagne autour de 50 de son achalandage pré-pandémie. Alors, donc, j'ai hâte de voir la suite parce que je me dis toujours qu'il faut atteindre le fond du baril en voiture puis coincer dans le trafic pour se dire qu'il faudrait peut-être que je change de moyen de transport pour me déplacer. Mais je ne sais pas ce que la pandémie va nous apporter. On l'a vu à court terme là, mais dans 2 ans, dans 5 ans, est-ce que les habitudes de changement, donc de télétravail, non pas de façon permanente, mais 1, 2, 3 jours semaine, vont rester vraiment dans 5 ans, dans 10 ans? Ça, j'ai hâte de voir. Alors, ça va être très intéressant de voir ça parce que ça change carrément nos façons de nous déplacer. Ouais. Merci beaucoup. Je pense que j'avais 12 000 questions en poche. On aurait pu parler tout l'après-midi de ces sujets-là. Donc là, j'ai une petite dernière question. En parlant d'avenir, justement, pour conclure ce panel, on a parlé beaucoup des 25 dernières années, mais il y a aussi tous les défis là, qui se présentent à nous et au creux, en fait, pour les 25 prochaines. On sait qu'on doit se diriger vers la carboneutralité, selon les engagements non seulement de la Ville de Montréal, mais aussi les recommandations du GIEC. Si vous aviez une mission à confier au Creux Montréal pour les 25 prochaines années, quelle serait-elle? Que ce soit un dossier, une cible, un indicateur qui mérite, selon vous, le plus d'attention. Voilà, je vous laisse à qui veut prendre la parole en premier. Moi, je vais commencer. Ouais. Quand ces débats-là se posaient dans les années... quand j'ai commencé, moi, à participer à ces débats-là dans les années 1980-85, les enjeux de lutte aux gaz à effet de serre étaient peu présents dans l'opinion publique, étaient peu connus encore. C'était vraiment le début de toutes ces questions-là. Alors qu'aujourd'hui, on sait très bien à quel point elles sont liées. Le transport au Québec constitue, je pense, l'équivalent de 45% des émissions de gaz à effet de serre de la province. Alors, donc, c'est très lié. J'étais avec vous lorsque nous étions 500 000 à marcher ici dans les rues de Montréal. 500 000. 500 000 sur une population de, 2 millions à peu près. C'est 3 millions la région. C'est énorme. Je pense qu'il n'y a nulle part dans le monde où il y a une telle mobilisation. Et puis, 2-3 ans plus tard, il y a un gouvernement à Québec qui peut avoir le culot d'imaginer un projet comme le lien avec la Rive-Sud, le troisième lien avec Lévis. Moi, je dis que si... Quand on vieillit, évidemment, on a un peu la nostalgie d'une époque, mais si j'étais un peu plus jeune, je dirais que j'aurais le goût de monter le ton. Je le reprends. Florence a dit avec raison que le Creux remplit une fonction nécessaire, qui est une fonction de concerter, convaincre, etc. Mais je dis, il va falloir que quelqu'un remplisse la fonction de monter le ton. Parce que si on ne monte pas le ton, je regarde ce qui se passe, là, je veux dire, ça fait maintenant 20 ans qu'on en parle, et donc je passe un peu de la mobilité à la question des gaz à effet de serre, mais en même temps, c'est très lié. Et il ne se passe rien. Il ne se passe rien au niveau du défi qui se pose à l'humanité. Il se passe plein de choses. Il n'y a personne, il n'y a pas un politicien qui va dire qu'il est contre le verdissement, qui est contre moins d'auto, qui est contre... Ils sont tous pour, règle générale, et ils sont même prêts à faire toutes sortes d'initiatives, planter des arbres, etc. Mais il ne se passe rien de suffisamment significatif. Et donc, moi, je dis que le défi de la prochaine génération, c'est de trouver le moyen rapidement de monter le ton. Parce que si le ton ne monte pas, je veux dire, je pense qu'on s'en va... En tout cas, je ne veux pas être trop pessimiste, on s'en va vers le mur collectivement. Et la question de la mobilité est au cœur aussi de ce défi-là. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si c'est le Creux qui doit le faire, cela dit, mais j'ai dit, trouver quelqu'un pour le faire. C'est un projet de tunnel de centre-ville à centre-ville. Moi, je pense que c'est un projet de tunnel entre un centre touristique et un parc à chiens. Parce qu'il n'y a pas de centre-ville à Lévis. Là. Je veux dire, c'est vraiment une... allez-y, regardez, là, il y a 4 maisons, des arbres, un parc à chiens. Je veux dire, c'est un projet c'est un projet d'étalement urbain. L'objectif, c'est de faire de l'étalement urbain, d'avoir des contrats de construction de nouveaux quartiers de banlieue. Je pense que c'est vrai que le Creux devrait donner la main à tous les autres groupes de la province, puis d'aller aider le Creux de Québec, puis de lutter fort au quotidien en montant le ton. C'est vraiment les bons mots.
Sinon, un autre indice, évidemment, l'indice de la population de Montréal, non pas la population de Montréal, la population des centres urbains par rapport à la population des banlieues, c'est-à-dire les endroits où on peut vivre avec le moins possible de voitures par rapport aux endroits où on peut vivre, on est obligé de vivre avec une voiture pour chacun des déplacements. Ça, c'est peut-être l'indice à suivre de façon la plus vigilante. Mais il n'existe pas, cet indice-là. Il n'existe pas parce qu'on peut créer un centre urbain ailleurs que sur l'île, mais l'indice n'existe pas. Mais moi, je parle à des maires, comme le maire de Terrebonne, par exemple, qui a totalement acheté la philosophie du PMAD maintenant, puis qui le défend bec et ongle. Il y a des maires dont on ne se serait pas attendu, le maire de Laval, puis son remplaçant Stéphane Boyer, qui défendent bec et ongle les principes du PMAD. Donc, ça a fonctionné, ça a marché. Il y avait une résistance au début, comme vous le disiez, Mme Giancano, et maintenant, ça a fonctionné, mais il faut suivre ça. Il faut dire quel maire accepte, quel maire refuse, puis faire de la pression sur le maire qui refuse. Il y a récemment un contrat qui a été donné à Laval pour la reconfiguration des rues, et dans ce contrat-là, il y a un projet de réduire la largeur des rues de 60 cm. Puis, les résidents étaient tellement fâchés qu'ils ont judiciarisé le dossier, c'est-à-dire qu'ils ont poursuivi la ville, ils ont engagé des avocats pour poursuivre la ville, pour 60 cm. Donc, la progression ne se fait pas pareil partout. Il faut parler fort là où ça ne marche pas. Ouais. Parler fort, moi, je suis d'accord avec ça. C'est certain. Mais parler fort, mobiliser, c'est utile. Puis avoir des faits pour argumenter, c'est aussi fort utile. Et des fois, je trouve que quand on parle publiquement, des fois, il nous manque des faits qui pourraient appuyer ou venir déboulonner un tabou, une idée préconçue, un préjugé. Et quand on arrive avec des faits, puis je reviens encore au travail de stationnement que le CRE a fait sur la quantité de stationnement qu'il y avait, qui était utilisé, tout ça. Quand on a des faits comme ça, on peut aller parler à la fois aux autorités publiques, aux maires, aux fonctionnaires, puis on peut à la fois aussi parler à des citoyens quand ils sont un petit peu moins en colère, là. Mais on peut parler à tout ce monde-là. Et donc, je trouve que d'avoir des faits pour pouvoir être capable de justifier la mobilisation qu'on fait, on fait œuvre utile. Mais le rôle du CRE est un rôle aussi de rassembleur, et donc ça, c'est important que ce rôle-là demeure, puis vous le faites très bien. Merci beaucoup. Le mot de la fin? Oui. Ben, en fait, je l'ai dit tout à fait dans ma première intervention, le rôle du CRE pour le futur, c'est un petit peu le même, mais accéléré. Et je suis d'accord avec le fait qu'il faut monter le ton, là. Et il faut beaucoup de monde pour qui monte le ton, venant d'horizons différents. Pour le creux, je pense qu'il y a quelque chose de très fort qui est sorti quand on regarde les différentes interventions qui ont été faites au cours des 25 dernières années. C'est la capacité de créativité. En allant regarder des exemples ailleurs, ou bien en prenant un problème, et puis en transformant, en disant, mais il y a des solutions possibles, qui assoient les recommandations. Alors, ça prend des données, ça prend des faits, mais ça prendrait, dans chacun des principaux domaines qui concourent au changement climatique et que vous couvrez, les fameuses 12 domaines, de prendre des exemples concrets pour dire « mais ça, il faut le changer. Voici comment on pourrait le faire. » Puis, d'aller chercher, parce que vous n'avez pas les ressources pour faire toutes les études, d'aller chercher la coopération de tous ceux qui peuvent collaborer, de façon à ce qu'il y ait comme une espèce de plan d'attaque, j'avais dit PMAD entre guillemets 2, PMAD environnement 2, qui puisse rassembler, convaincre et puis essayer d'aller plus vite. Puis je sais que vous n'avez pas vous n'avez pas le pouvoir d'agir, mais vous avez le pouvoir de convaincre, et vous avez le pouvoir de réunir, vous avez le pouvoir de rassembler, d'arriver avec des idées qui vont être tellement pleines de bon sens ou tellement pleines de rêves que le monde, quand ils vont être dans le désarroi, là, quand on va avoir fini de se faire inonder, quand on va en avoir assez d'avoir trop chaud, quand on va plus savoir quoi faire rendu au mois de juillet, quand on va se trouver avoir
des perturbations de toute nature, ben là, on va avoir besoin d'idées. On va avoir besoin de... Et je prends un exemple, je vais prendre maintenant un exemple concret sur lequel la pandémie va avoir eu cela de bien, parmi tant de beaucoup de choses bien qu'elle a données, là, en dehors du virus. Elle nous a fait faire des bonds en termes de changement qu'on n'aurait jamais pu penser. Moi, je regarde le changement technologique, le bond du télétravail, de l'organisation du travail, etc. Ça aurait pris 10 ou 15 ans encore pour y arriver. En un mois, on y est tous arrivés, à peu près, là. On possède à peu près ce genre de bidule. Mais ça change l'organisation du travail, l'organisation de la ville, l'organisation de l'espace, des commerces de proximité. Puis, il va probablement y avoir un 15-20% de ceux qui sont dans les bureaux, principalement au centre-ville, puisque c'est là où il y a des bureaux, majoritairement. Ça va avoir des effets, des impacts sur la façon de réorganiser la vie autour de la maison, la vie autour des... Si on profitait de ce phénomène pour regarder comment, justement, retravailler avec certains exemples, la mobilité, les différentes actions en matière de changement climatique qu'il faut poser, qui va depuis les déchets jusqu'à éviter que les abords du fleuve Saint-Laurent soient pollués comme ils le sont par des idiots. Là. Et on pourrait en prendre plein d'exemples. Alors peut-être que cette espèce de truc-là qui s'en vient, tu disais, on ne sait pas là ce que ça va donner, c'est vrai, on ne le sait pas. Mais on peut penser quand même ce qui va se passer un petit peu, on peut rêver que ça soit un outil de changement. Voilà, je lance ça comme ça, c'est peut-être pas le bon exemple. Hein. Merci beaucoup. C'est beau de finir par on lance au creux l'idée de continuer de rêver et pour les 25 prochaines années. Donc voilà, merci beaucoup, merci à vous quatre et merci au creux. Joyeux 25e anniversaire. Puis merci à tout le monde d'être venu et de nous avoir écoutés en ligne aussi. Bonne fin de journée. Merci. Merci. Merci.